de force 4, c'est la protection des personnes vulnérables. Elle va concerner notamment tous les demandeurs d'asile. Et puis la ligne de force 5, un accueil de qualité dans un modèle d'accueil flexible, va concerner l'accueil de ces personnes. Et donc je vais les analyser, et citer les mesures d'un seul coup, vu qu'elles sont quand même très fortes en lien l'une avec l'autre. Alors en matière de protection des personnes vulnérables, on parle de la suppression du formulaire de demande en ligne pour les demandes de protection internationale. Donc ça a été déjà mis en place. Le souhait de respecter les délais d'ordre. Donc il y a dans la loi un délai d'ordre, donc il n'est pas contraignant si les instances ne le respectent pas, qui dit qu'une personne devrait pouvoir avoir une réponse à sa demande de protection internationale dans les 6 mois. Alors c'est pas un délai qui est contraignant, donc ça veut dire que rien n'oblige en gros les instances à le respecter, mais il y a une volonté en tout cas d'essayer de s'y conformer. Le déplacement du petit château dans un autre lieu, l'optimisation de l'ensemble de la procédure d'asile grâce à une approche intégrée. On ne sait pas très bien ce que ça va recouper. Il y a une volonté d'éliminer l'arriéré de dossier, donc de rattraper toutes les situations de personnes qui attendent une réponse depuis parfois des années sans l'obtenir, de renforcer le programme de réinstallation de réfugiés, de suivre aussi les relocalisations. Il y a une volonté de plus de transparence autour des visas humanitaires. Alors ça c'est un point qui est intéressant aussi parce qu'il y a eu tous les débats autour de l'affaire Koucham et du trafic de visas humanitaires organisé à partir d'un des contacts de Theo Franken et membre aussi de la NVA, mais c'est une volonté de transparence. C'est pas pour autant des critères clairs et une objectivation du processus de délivrance des visas humanitaires. Donc on voit que c'est un peu une mesure en demi-teinte, quoi. Il y a une lutte contre traite et trafic des êtres humains, une meilleure protection pour les mineurs non accompagnés, notamment via la présence du service des tutelles au centre d'arrivée, donc dès le point de départ des demandes d'asile, et une volonté de trouver une solution aussi pour les MENA dits en transit, qui sont pour le moment plus ou moins livrés à eux-mêmes, et une volonté de mettre en place un titre de séjour pour les apatrides. En matière d'accueil, il y a une volonté de mettre en place un réseau d'accueil qui soit flexible, avec une gestion dynamique, avec plus de places tampons. Donc ça, c'est les places qui vont pouvoir être ouvertes en urgence s'il y a plus de personnes qui arrivent, et d'avoir un réseau qui soit plus stable et plus prévisible. Donc on se souvient sous la législature précédente que le gouvernement Michel avait une gestion très court terme et avait créé en fait la saturation du réseau d'accueil en fermant toute une série de centres, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient devoir réouvrir des places parce que les mouvements de population étaient visibles. Et donc on s'était retrouvé avec des centres qui avaient fermé puis qui avaient dû réouvrir au même endroit 2 semaines plus tard, avec toutes les conséquences que ça a sur la population, sur les demandeurs d'asile qui étaient dans ces centres, qui ont dû être déplacés, qui certains sont revenus, le manque de place et les personnes qui sont retrouvées à la rue. Donc là il y a une volonté de stabilité. Au niveau de l'accueil, il y a une volonté de prendre en compte plus les besoins spécifiques et l'accueil individuel. Plus de soutien au démarrage des nouveaux centres d'accueil dans les communes via des séances d'information. Il y a une volonté de travailler sur des trajets avec les résidents des structures d'accueil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc travailler sur des trajets, on le verra dans la ligne de force numéro 7 sur la lutte contre le séjour irrégulier, qu'on reprend le terme de travailler sur des trajets, mais c'est travailler sur des trajets retour. Ici, ce qui est dit, c'est que les résidents des structures d'accueil, il va falloir travailler à la fois sur un processus d'intégration dans la société, donc pour que les personnes soient plus en contact avec les voisins dans des communes et puissent avoir accès à toute une série de choses, qui est en soi positif, mais aussi de travailler sur des processus de retour au cas où leur demande est rejetée en fin de compte. Donc travailler sur des trajets. De nouveau, il y a ce côté double tranchant en fonction de qui on accepte et qui on refuse. Un accueil individuel pour les publics vulnérables, les familles avec enfants et les personnes avec haut taux de protection, avec une attention spécifique aussi pour les personnes LGBT dans le cadre des centres d'accueil, un renforcement des initiatives locales d'accueil.
Donc voilà pour les mesures qui sont prises tant en matière d'accueil que de protection des groupes vulnérables. Alors il y a quand même pas mal de positifs à ce niveau-là, mais attention, en fait les mesures restrictives par rapport à ces groupes cibles-là, elles vont ressortir dans la ligne de force 8, la dernière, sur lutter contre les abus, ou dans la ligne 7 sur la lutte contre le séjour irrégulier. Notamment, on peut remarquer que dans les groupes vulnérables n'apparaissent pas les sans-papiers, n'apparaissent pas les migrants en transit. Pourtant, les migrants en transit, on pourrait se dire, c'est des personnes en besoin de protection internationale, on le sait, mais elles apparaissent dans la lutte contre le séjour irrégulier. C'est pas une coïncidence, c'est vraiment un choix politique. Alors on peut constater aussi qu'on oublie un groupe particulier qui est tout le groupe des personnes gravement malades. Donc les personnes qui introduisent une demande de régularisation médicale ne sont pas du tout mentionnées. La question de la transparence sur les visas humanitaires dont on a déjà parlé, quoi. Alors la ligne de force 6, la migration comme valeur ajoutée. Alors on voit de nouveau le côté... la manière dont on présente le sujet, hein, valeur ajoutée, elle va reprendre différents points. Un point par rapport à la migration pour motif d'études, avec la transposition de la fameuse directive qui permet aux étudiants diplômés de renouveler leur séjour en vue de chercher du travail, et une clarification du rôle des communes. La migration par le travail qui va être abordée avec les entités fédérées, pour essayer de développer, je cite, tout le potentiel présent en Belgique via les demandeurs d'emploi et les inactifs, qui va être activé en premier. Donc, ensuite, le secrétaire d'État veut, s'il reste des besoins inassouvis sur le marché du travail, aller voir au niveau des ressortissants des autres pays de l'Union européenne. Et en dernier recours, s'il reste des besoins sur le marché du travail, via la migration par le travail de ressortissants de pays tiers. Donc on voit la triple dimension. Et il y a aussi une mesure concernant le programme de vacances-travail avec le Canada, l'Australie et la Corée du Sud. C'est bien en soi, mais ça risque de concerner un nombre très très limité de personnes. On parle aussi de renforcer les programmes de migration circulaire. Donc migration circulaire, c'est quoi? C'est le fait de permettre à des personnes qui viennent de pays étrangers d'accéder au territoire pour une courte durée, en vue de se former et de retourner travailler dans leur pays d'origine. On aborde le court séjour sur la question de comment faire en sorte que le risque d'établissement du demandeur de visa soit évalué de manière raisonnable et proportionnée. Alors attention sur ce point-là. Donc pour obtenir un visa de court séjour, il faut prouver des garanties de retour. Donc il faut prouver que la personne ne risque pas de rester en Belgique après l'expiration de son visa, sans quoi les services vont refuser d'octroyer le visa. Ici, il y a une question de comment évaluer ça de manière plus raisonnable et proportionnée. En règle, on est en droit d'avoir un peu peur de la manière dont ça risque d'être mis en place, parce que c'est déjà extrêmement restrictif. Et donc là, ils veulent évaluer ça d'une nouvelle manière, donc il faudrait être vigilant sur ce point. Et alors dans ce point, la migration comme valeur ajoutée, on aborde aussi le regroupement familial. Et donc par rapport au regroupement familial, différentes mesures. Donc on va revoir le délai pour les le regroupement familial avec des bénéficiaires de protection internationale, pendant lequel ils ne doivent pas prouver les conditions matérielles. Donc en soi, quand une personne est reconnue réfugiée et qu'elle veut faire venir des membres de sa famille, pendant un certain temps, elle ne doit pas prouver qu'elle remplit des conditions notamment de revenus. Ce délai, il vise à le raccourcir assez fortement. Donc ça, c'est la première mesure. Il n'y aura plus de délivrance automatique d'un titre de séjour regroupement familial en cas de non-respect des délais, ce qui était le cas jusqu'à présent. Il y aura un contrôle plus strict pendant la durée de séjour conditionné, donc le regroupement familial pendant les 5 premières années, la personne qui vient par regroupement familial doit toujours vivre en commun avec son membre de famille, doit ne pas être une charge pour l'État belge, donc doit avoir des revenus et ne pas être à charge du CPS, etc. Enfin, il y a une série de conditions
Ils veulent renforcer le contrôle de ces conditions. À côté de ça, on a le regroupement familial avec des travailleurs migrants qui va être plus rapide et pouvoir se faire en même temps que les demandes de permis unique. Mais comme dit au début, on parle aussi beaucoup du coup dans ce cadre-là de travailleurs hautement qualifiés, donc il va falloir voir un peu quels sont les groupes de personnes qui vont être concernés. Le délai de traitement des demandes va être raccourci et il vise à harmoniser la législation en matière de regroupement familial au regard de ce qu'il y a dans les pays limitrophes. Donc là, de nouveau, c'est qui tout double, il va falloir voir comment les choses vont être mises en place. Alors du coup, dans ce point, on voit de nouveau bien la dualité entre quelle est la migration que le gouvernement a envie de favoriser, quelle est la migration qu'on essaye de limiter, de restreindre, en ayant conscience aussi que plus il limite le droit au regroupement familial, plus il limite les possibilités de canaux légaux de migration pour les autres motifs, plus ça crée des personnes qui se retrouvent en séjour irrégulier. Et en fait, la politique belge comme ça continue à contribuer à créer eux-mêmes des personnes en séjour irrégulier alors qu'ils prétendent vouloir la combattre.